il y a des voix qu'on n'entend vraiment qu'une fois qu'on a cessé de les chercher. On tombe tout à coup, comme ça, sur un livre par hasard, dans une librairie ou sur l'étagère même d'un ami, et les premières lignes font quelque chose à l'air de la pièce. Quelque chose qui est presque imperceptible, un peu comme si la fenêtre venait de s'entrouvrir d'elle-même. Alors on continue de lire debout, sans avoir pensé à s'asseoir. Et quand on relève les yeux, 1 heure est passée. Et on ne sait plus très bien quelle heure il est d'ailleurs, ni ce qu'on était en train de faire avant d'ouvrir ce livre. Christian Bobin est une de ces voix-là. Il n'a jamais voulu être une grande voix. Il n'a absolument pas cherché la tribune, il n'a pas cherché le podium, il n'a pas cherché la phrase qu'on attendrait de lui à la radio ou sur des médias. Il a écrit depuis une petite ville industrielle du centre de la France, dans un silence qu'on ne s'explique pas tout de suite. Et ce silence-là, eh bien, il a produit pendant près de 40 ans l'une des œuvres les plus lumineuses de la littérature française contemporaine. Aujourd'hui, je vous propose de marcher avec lui, pas à pas, dans sa langue, dans sa façon de voir. Et peut-être, si nous y sommes attentifs, apprendre quelque chose de ce que la poésie peut faire quand elle ne cherche pas à être grande. Je suis heureux de vous accueillir ici, sur la Voie poétique. Le Creusot. Je pense qu'il faut commencer par là. Parce que rien dans la suite ne se comprend entièrement sans cette ville. Le Creusot, c'est en Saône-et-Loire, en Bourgogne, pas très loin de chez moi, qui suis en Haute-Savoie, à Annecy. Une ville qui est née de la révolution industrielle, une ville faite d'acier et de fonte, la ville des usines Schneider. C'est une ville dont les hauts fourneaux ont, pendant des générations, rougi le ciel la nuit. Une ville ouvrière, dense, marquée dans la pierre et dans les corps, par le travail du métal, par le bruit des machines, par une certaine façon d'être au monde qui n'a rien a priori de très poétique d'ailleurs. Christian Bobin y est né le 25 avril 1951. Il y a vécu presque toute sa vie. Il y est mort le 23 novembre 2022. On ne comprend pas au premier regard ce que fait un homme comme lui dans une ville comme celle-là. Et c'est peut-être précisément pour cela qu'il y est resté. Parce que l'incompréhension elle-même était au fond fertile. Peut-être aussi parce que la beauté qu'il cherchait et qu'il a fini par trouver ne se trouve pas dans les paysages qui ressemblent à des tableaux, dans les villes qui ressemblent à des poèmes déjà écrits. Elle se trouve là où on ne l'attend pas, sur les bords d'une route ordinaire, dans la lumière qui traverse une vitre sale, dans la façon qu'a la neige de tomber sur un parking. Le Creusot, lui, a appris cela, avant tout le reste, que la beauté, ce n'est pas une priorité du lieu, mais un mode de regard, qu'elle n'habite pas certains endroits plutôt que d'autres, mais certains yeux plutôt que d'autres. Et que décider de rester là où on est né, dans une ville que l'écrivain parisien traverse bien sûr sans s'arrêter, eh bien c'est peut-être la forme la plus radicale et la plus silencieuse de défi qu'un poète puisse lancer à notre monde littéraire.
Il a étudié la philosophie à Dijon. Un séjour qui a duré quelques années et qui lui a donné des outils pour penser, pour situer sa sensibilité dans une tradition, mais qui ne l'a pas retenu loin du Creusot. Il est revenu. Il a travaillé d'ailleurs assez longtemps à l'écomusée du Creusot, dans la section des archives, dans les collections, entouré des traces matérielles de vie ouvrière, de photographies d'usines, des documents sur la mémoire d'une ville que d'autres auraient trouvé plutôt ingrate. Ce travail aussi a nourri quelque chose en lui. Il a appris à s'asseoir longuement devant ce qui n'impressionne pas et à attendre que quelque chose en sorte. Paris l'a invité, Paris l'a reconnu et Paris l'a célébré. Plusieurs de ses livres ont d'ailleurs rencontré un public considérable. Je pense à l'ouvrage Le Trébat en 1992, surtout et essentiellement, et qui lui a valu d'ailleurs le prix des libraires et une présence durable dans toutes les librairies de France. Mais il n'a pas fait le geste que font la plupart des écrivains reconnus. Il n'a pas déménagé et il n'a pas changé de vie. Il a continué d'écrire depuis sa fenêtre, depuis ses promenades dans les rues du Creusot, depuis cette fidélité à l'endroit qui était le sien, un peu comme si la distance avec le monde littéraire faisait partie, au fond, du soin qu'il portait à sa propre voix. Voici une chose qu'on remarque à la première phrase de Bobin et qu'on n'oublie plus. Sa phrase est courte, brève, souvent, comme un constat qu'on pose sur la table avec une grande douceur, sans rien forcer. Et puis, dans la même page, il y a une phrase plus longue qui arrive et qui va se déployer lentement, qui va déployer quelque chose que la phrase brève avait seulement indiqué. Un peu comme une main qui, après avoir montré une certaine direction, ouvre les doigts pour que l'oiseau parte de lui-même. Et il ne démontre jamais rien. La démonstration suppose un adversaire à convaincre. Une résistance, vous savez, à vaincre. Un point qu'on veut faire admettre. Eh bien, Bobin, lui, il n'a pas d'adversaire. Il n'a que des lecteurs qu'il prend par la main et qu'il conduit, très lentement, vers une fenêtre qu'il n'avait pas encore regardée ce matin. Et son vocabulaire est simple. Et je dis bien simple, pas appauvri. Et la différence, elle est immense. Un vocabulaire appauvri évite les mots difficiles, souvent par ignorance ou par peur d'ailleurs. Un vocabulaire simple les a traversés, les a retenus. A retenu ce qui méritait d'être retenu. Et a compris que les mots les plus vrais sont souvent les plus anciens, les plus usés, ceux qui ont servi dans des milliers de contextes différents et qui gardent dans leurs fibres quelque chose de toutes ces utilisations passées. Lumière, enfance, joie, silence, visage, neige. Bobin n'invente pas de mots, mais il les restitue à leur profondeur native. Il écrit des fragments, des courts textes, le plus souvent qui n'ont pas de chapitre au sens habituel, pas de développement narratif, pas de personnage au sens romanesque. Ce sont des sortes de méditations, ce sont des arrêts, ce sont des instants d'attention prolongée devant quelque chose de petit. Une fleur dans un vase, une lumière sur un mur, une parole qui aurait été entendue dans la rue.
Et ces arrêts s'accumulent, ils se répondent, il se construit quelque chose qu'on ne peut pas tout à fait nommer, mais qu'au fond on reconnaît, à mesure qu'on avance dans un livre, un peu comme une présence. La forme du fragment n'est pas un aveu d'impuissance. Je ne l'ai jamais pensé. Ce n'est pas un écrivain qui n'a pas su tenir un roman sur la longueur et qui se serait rabattu sur le court. Mais c'est un écrivain qui a compris, ou plutôt qui a senti, avant même de pouvoir le formuler, que la vérité se montre par instant et que l'insistance à la saisir sur la durée ne fait que l'effrayer. Il faut l'approcher comme on approche un animal craintif, lentement, tout doucement, sans bruit, sans intention trop visible. Et quand elle se pose enfin, eh bien, ne pas faire un geste de trop. Il y a dans chacun de ces textes quelque chose qui ressemble à une forme de retenue. Et non pas une retenue par manque, mais bel et bien une retenue par excès de soin. Bobin a ce sens du silence comme élément de la phrase. Il sait s'arrêter une ligne avant que la beauté ne bascule dans la surcharge. Et cette économie-là, je la trouve très rare, parce qu'elle demande de savoir ce qu'on veut vraiment dire, et de faire confiance au lecteur pour entendre ce qu'on n'a pas dit. Ce rapport à l'ellipse, à l'inachèvement apparent, à la phrase qui s'arrête juste avant d'en faire de trop, c'est peut-être la marque la plus profondément poétique de son art. Il écrit aussi avec une impatience que notre époque ne facilite absolument pas. Les thèmes qui l'obsèdent reviennent souvent d'un livre à l'autre, avec de légères variations. Comme les variations, vous savez, d'un musicien sur un même motif. Et ce n'est pas de la répétition au sens d'une forme de manque d'imagination, mais c'est l'approfondissement méthodique, patient, d'un même territoire intérieur. On ne creuse pas un puits en changeant d'endroit à chaque coup de pelle. On revient au même endroit, on creuse encore, et ce qui remonte à chaque fois est différent parce qu'on est allé un peu plus profond. Cette façon d'écrire suppose une discipline intérieure que rien dans le texte ne trahit. Justement parce que le texte lui-même semble n'avoir aucun effort. Et c'est à mon sens le propre des grandes voix. La facilité apparente cache souvent un travail de dépouillement si rigoureux qu'il a fini par effacer ses propres traces. On ne voit plus l'artisan. On ne voit que la chose faite, posée là, lumineuse, simple, comme si elle avait toujours existé. Et voilà, chez Christian Bobin, ou plutôt il y avait, un mot qui revient si souvent qu'on finit par comprendre qu'il n'est pas un thème parmi d'autres, mais la clé de voûte de l'ensemble de son architecture intérieure. Et ce mot, je vais vous le donner, je l'ai découvert, et il est précieux. C'est enfance. Mais il ne faut pas l'entendre comme le souvenir, vous savez, d'une époque révolue, comme une forme de nostalgie d'un temps perdu qu'on voudrait retrouver. L'enfance, chez Bobin, c'est pas un âge. C'est plutôt une qualité de l'attention. Une façon d'être devant les choses, de leur faire front. Où on n'a pas encore appris à les classer, à les juger, à les utiliser, à en faire des instruments de quelque chose d'autre, où on les voit encore pour ce qu'elles sont, au fond,
dans leur singularité absolue, dans leur présence nue, avant que le langage adulte ne les recouvre de toutes ces explications et de toutes ces catégories. L'enfant qui regarde une fourmi traverser une dalle de béton, par exemple, eh bien, ne cherche pas à comprendre où elle va. Mais il la regarde. Il est entièrement là, dans ce regard, et sans aucun projet derrière les yeux. Et c'est précisément cette qualité de présence totale, sans arrière-pensée, sans distance critique, que Bobin a passé sa vie d'écrivain à cultiver et à restituer. Et croyez-moi, c'est pas simple. Et c'est même peut-être la chose la plus difficile qui soit. Parce que l'âge adulte travaille contre cette qualité-là, méthodiquement, patiemment. Et il nous apprend à voir l'utilité avant la chose. Le classement avant la rencontre. L'explication avant le mystère. Et chaque livre de Bobin est à sa manière une tentative de revenir en arrière. Non pas d'être naïf, et pas non plus de nier la complexité du monde, mais de retrouver, sous toute cette complexité apprise, l'émerveillement premier, celui qui précède toute pensée. Et qui, s'il a disparu, laisse les choses les plus belles de la vie parfaitement invisibles. Cette enfance-là, eh bien, Bobin ne la situe pas seulement dans les premières années d'une vie, mais il la retrouve dans les êtres qui n'ont pas tout à fait cédé à l'injonction de vieillir. Je pense aux fous, aux saints, aux enfants, au sens ordinaire du terme, et même certains vieillards qui ont fait le chemin inverse et retrouvé, au bout d'une longue vie, quelque chose de la légèreté du commencement. Ce sont ses personnages favoris, ses interlocuteurs secrets, ceux qui restent accessibles à l'émerveillement malgré tout, ceux que la vie n'a pas tout à fait fermé. Et il y a la lumière. Si l'enfance est le mode d'attention que Bobin cherche, la lumière est ce que cette attention révèle. Dans chacun de ses livres, à chaque page ou presque, il y a de la lumière. Non pas métaphoriquement, enfin, pas seulement métaphoriquement. La lumière concrète d'une après-midi d'hiver sur un parquet, la lumière d'une bougie dans une pièce sombre, la lumière qui traverse un verre d'eau et dessine sur la table des géographies miniatures, la lumière du soleil, bas, de novembre, sur une haie. Eh bien, il la nomme, il la suit et il l'accompagne. Comme on accompagne quelqu'un qu'on aime dans une rue, qu'il connaîtrait mieux que soi. Cette attention à la lumière, elle n'est pas décorative. Elle révèle d'une conviction profonde qu'on ne trouverait pas formulée ainsi dans ces textes. Bobin ne formule pas ses convictions, mais il les vit. Mais quand on sent battre sous chaque phrase, comme un cœur sous une peau, cette conviction, c'est que les choses du monde visible, quand on les regarde vraiment, quand on leur donne le temps et l'attention qu'elles méritent, contiennent au fond quelque chose qui excède leur simple existence matérielle. Pas un message, pas une signification secrète à déchiffrer, non. Quelque chose de plus simple et de plus mystérieux à la fois, une présence. Un excès d'être, vous savez, qui bouillonne et qui déborde les bords de la chose et touche en nous quelque chose qui cherchait justement à être touché. La lumière chez Bobin n'illumine pas les choses de l'extérieur. Elle sort d'elle. Elle est ce qu'elles ont de plus intérieur, ce qui fait qu'elles sont réelles, au sens plein du terme, et non pas simplement présentes, mais vivantes et agissantes, capables de changer celui qui les regarde. On pourrait dire que toute son œuvre est une forme de tentative renouvelée, livre après livre, de rendre cette lumière-là visible pour le lecteur et de lui montrer qu'elle est là.
partout, dans les endroits les plus ordinaires, et que ce qui nous en sépare n'est pas une distance géographique ou une incapacité, mais c'est une habitude d'inattention, une façon de regarder sans voir, d'être sans être là, de passer devant les choses comme on passerait devant des portes fermées en croyant qu'elles ne s'ouvrent qu'avec des clés spéciales, alors qu'il suffit au fond parfois de simplement poser la main et les pousser. En 1992, Bobin publie Le Trébat. Et ce livre est à ce jour son œuvre la plus connue, celle qui lui a ouvert les portes d'un public large, celle qu'on offre encore, qu'on redonne, qu'on retrouve tant ans plus tard sur des étagères de toutes sortes. Et c'est un livre qui porte sur saint François d'Assise. Et comme tout ce que fait Bobin, c'est un livre qui n'est pas tout à fait ce qu'il semble être. Ce n'est absolument pas une biographie, ce n'est pas non plus une hagiographie au sens traditionnel, un récit des vertus et des miracles, mais c'est une méditation, ou plutôt une série de méditations reliées par une question implicite. Qu'est-ce qui, chez cet homme du XIIIe siècle, né dans la richesse et mort dans le dénuement le plus complet, continue de nous atteindre, nous, ici et maintenant? Eh bien, le titre lui-même est une réponse. Le Trébat. François est le Trébat, celui qui a choisi délibérément, obstinément, avec une joie que ses contemporains trouvaient déconcertante, de descendre toujours plus bas dans l'échelle sociale et de se dépouiller de tout ce que les hommes tiennent pour des signes de réussite et de dignité, pour toucher quelque chose que la richesse précisément rendait inaccessible. Bobin ne fait pas de François un saint au sens institutionnel du terme, un personnage réservé aux croyants. Il en fait quelqu'un d'autre, un homme qui a compris ou qui a senti que ce qu'il cherchait ne se trouvait pas dans les lieux où on cherche habituellement, que la lumière, cette lumière dont il a été question, n'est pas en haut, mais se trouve en bas, qu'elle habite les bords, qu'elle habite les marges, les êtres dont le monde ne fait pas grand cas. Je pense aux lépreux, aux pauvres, à l'oiseau, aux vers de terre. Et qu'en allant les rejoindre, en descendant délibérément à leur niveau, eh bien François ne s'abaissait pas. Il s'approchait, tout simplement. Et il y a là une inversion complète de la logique ordinaire, qui vaut justement d'être entendue dans toute sa radicalité. Le monde, et le monde littéraire n'y échappe pas, classe les êtres selon une hiérarchie d'importance, de visibilité et de puissance. Ce qui est en haut compte, ce qui est en bas ne compte pas, ou tout du moins compte moins. Bobin, à travers François, propose ce renversement total. C'est précisément parce qu'il est en bas que le bas contient ce que le haut a perdu. La lumière ne monte pas, elle descend. Ou plutôt, elle est déjà là, ici, en bas. Et c'est en bas qu'on va la trouver. Cette conviction traverse toute son œuvre, et même bien au-delà de ce livre. Elle explique son attention aux choses minuscules, aux marges, aux êtres que d'autres ne regardent pas. Elle explique aussi son rapport à sa propre vie. Rester au Creusot, travailler dans une archive, ne pas briguer les prix et les tribunes, eh bien c'est une forme discrète et têtue du geste franciscain. Descendre plutôt que monter, rester plutôt que se déplacer, regarder ce qui est là plutôt que chercher ce qui est ailleurs. En 1994, Ghislaine, qui était la compagne de Christian Bobin,
mourut d'une tumeur au cerveau. Et cette année-là, elle avait 40 ans. 2 ans plus tard, Bobin a fait paraître l'ouvrage La plus que vive. Ce livre est, parmi tout ce qu'il a écrit, celui qui ressemble le plus à un cri, je trouve. Un cri néanmoins très doux, presque inaudible, mais quand même un cri. Celui d'un homme qui a perdu ce qu'il aimait le plus, et qui, au lieu de se taire ou de crier vraiment, eh bien, a écrit, a continué d'écrire, a trouvé dans l'écriture non pas une consolation, parce que le mot serait trop raisonnable pour ce dont il s'agit là, mais un moyen de rester en contact avec ce qui s'était éloigné. Le titre est une formule de l'acte de mariage de l'époque médiévale. On signait « mort est plus que vive ». Une formule qui reconnaissait dans la mort elle-même une forme de vie qui la traversait et au fond lui survivait. Bobin l'a choisie parce qu'elle dit exactement ce qu'il veut dire et ce que rien d'autre ne lui semblait pouvoir dire aussi justement, que Ghislaine n'est pas simplement absente, qu'elle est présente d'une toute autre façon, que la mort ne résout pas la question de la présence, elle la complique, elle la déplace et elle l'approfondit. Quelque chose dans ce livre rappelle ce que nous avons dit d'Orphée justement dans l'épisode juste précédent et que je vous invite fortement à écouter, c'est un très bel épisode. La perte comme ouverture d'un registre nouveau. Le deuil comme condition du chant le plus vrai. Bobin lui-même l'a peut-être pressenti d'ailleurs, sans jamais nommer Orphée. Parce que son art, justement, ne nomme pas les références, n'aligne pas les citations, ne cherche pas à s'inscrire dans une tradition visible. Mais la structure de l'expérience est exactement la même. Un homme fait face à l'absence de ce qu'il aimait, et cette absence creuse en lui un espace nouveau où quelque chose peut devenir ce qui ne pouvait pas advenir avant. Ce n'est pas que la douleur rend plus intelligent, et ce n'est pas une leçon sur les vertus formatrices de la souffrance. Bobin serait certainement le premier à se méfier de ce genre de construction. C'est plus simple, et c'est aussi plus mystérieux à la fois. La perte, parfois, déplace quelque chose dans le regard. Elle fait voir ce qu'on avait regardé sans voir. Elle rend le monde à la fois plus fragile et plus lumineux, comme si la lumière avait maintenant un prix qu'on n'avait pas encore payé. Et que ce prix acquitté lui donnait une densité nouvelle. La plus que vive, eh bien c'est un livre sur ce regard-là. Et je pense qu'on ne peut pas parler de Christian sans parler de la joie. Ça ne serait pas lui rendre hommage. Et je ne parle pas de bonheur, je le précise, parce que le bonheur, c'est une notion tiède, un état qu'on s'efforce de maintenir, qu'on aménage et qu'on gère péniblement. La joie, c'est autre chose. La joie, ça surgit. Et elle ne s'annonce pas, et elle ne s'invente pas, et elle ne se mérite pas non plus d'ailleurs. Elle arrive, pleine, entière, dans un instant qui n'avait rien prévu pour la recevoir. Devant une lumière sur un mur, devant un oiseau qui traverse le jardin, devant une phrase d'un livre qu'on n'attendait plus. Et donc en 2012, on arrive à l'ouvrage dont vous vous doutez pour ceux qui connaissent l'œuvre de Christian Bobin, L'homme joie. Et le titre dit tout. Mais le livre dit encore plus que le titre. Parce que Bobin n'écrit pas sur la joie comme on écrirait sur un sentiment. Il écrit comme quelqu'un qui l'a rencontré et qui veut rendre compte de cette rencontre
avec la précision d'un témoin. Et non pas d'un témoin neutre, mais d'un témoin qui sait ce qu'il a vu et qui ne lâche pas. La joie, chez lui, est une forme de résistance. Et ce n'est pas une résistance militante qui serait proclamée et organisée. Il n'a rien, absolument rien d'un manifeste, mais c'est une résistance dans les faits, dans la quotidienneté, dans un monde qui, justement, valorise l'efficacité, qui valorise l'accumulation, la vitesse, la visibilité, et que sais-je encore. Décider d'être attentif à la lumière sur un mur, ou encore décider de s'asseoir devant une tasse de thé avec la même concentration qu'on mettrait à résoudre un problème important, c'est un geste politique au fond. Même si Bobin ne l'a jamais dit dans ces termes, bien évidemment. C'est refuser délibérément de hiérarchiser le monde selon les critères dominants. Et c'est dire que cette lumière, cette tasse de thé, cet instant passant, qui n'intéresse personne, eh bien c'est cela aussi la vie. C'est cela même qui fait que la vie vaut d'être vécue. La joie dans cette perspective n'est absolument pas un luxe réservé à ceux que la vie a épargnés. Bobin l'a trouvé dans le deuil, dans la ville ouvrière, dans les archives poussiéreuses, dans la rue ordinaire du Creusot en novembre. Elle n'appartient pas aux circonstances favorables. Elle appartient à un certain accord avec ce qui est. Et c'est pas une résignation, et c'est pas une acceptation passive, mais c'est quelque chose de plus actif. C'est une attention, une forme de disponibilité, une façon d'être là, entièrement, dans le présent, sans diviser son propre regard entre ce qui se passe et ce qui devrait se passer à la place. Vous voyez ce que je veux dire? On a souvent classé Bobin parmi les auteurs spirituels. On l'a rangé dans des rayons qui portent des étiquettes variables selon les librairies. Spiritualité, philosophie, littérature, poésie, parfois. Comme si on n'était pas sûr, finalement, où il fallait le mettre. Et que cette incertitude-là le définissait mieux que n'importe quelle catégorie stable. Et c'est tant mieux. Bobin avait un rapport direct et intime au christianisme. Ça, c'est certain. Il l'a dit au fil de ses interviews. Mais pas le christianisme institutionnel, dogmatique et hiérarchique. Il s'en tenait à une distance réelle. Mais quelque chose qu'on pourrait appeler un christianisme de la présence. Un christianisme où ce qui importe n'est pas la doctrine en elle-même, mais la rencontre. Pas la théologie, mais l'instant. Pas non plus l'Église, mais la lumière sur un visage. En cela, je trouve qu'il est proche de la plupart des grands mystiques. Et c'est là, au fond, qu'on touche à quelque chose de plus profond que la simple spiritualité de bonne aloi. Il y a, dans la tradition mystique chrétienne, une idée qui traverse les siècles sous des formes diverses. L'idée que Dieu, ou ce qu'on désigne ainsi, tout du moins, un élément de langage, ne se trouve pas dans les hauteurs abstraites, dans la théologie savante, dans les grandes structures de pensée, mais dans ce qui est le plus humble et le plus ordinaire, le plus proche au fond. Maître Eckhart l'a dit d'une façon, Simone Weil l'a dit encore d'une autre, Thérèse de Lisieux encore d'une troisième façon, et à travers la notion de la petite voix, la voix où on marche, qui n'est pas sans résonance avec le très bas de Christian Bobin. Simone Weil, pas la politicienne, la philosophe et mystique du XXe siècle, avait formulé une idée qui pourrait servir d'épigraphe à l'ensemble de l'œuvre de Bobin. C'est l'attention.
Et je ne vous parle pas de concentration intellectuelle. Je ne vous parle pas non plus d'effort de compréhension. Mais une forme d'attention désarmée qui suspend le moi et ses projets pour laisser simplement la chose être ce qu'elle est. S'approcher de soi sans filtre. Cette attention-là, comme le disait Simone Weil, eh bien, c'est une forme d'amour. Et peut-être, ajoutait-elle, d'ailleurs la forme la plus haute. Bobin, lui, il n'a pas eu besoin de lire Simone Weil pour arriver exactement au même endroit. Ou peut-être l'a-t-il lu, je ne sais pas. Et qu'il aurait trouvé chez elle une confirmation de ce qu'il pressentait. Ce qui est certain, c'est que cette qualité d'attention, bien, c'est la colonne vertébrale de toute son écriture. Chaque livre est un exercice d'attention renouvelée. Chaque phrase est l'enregistrement précis de ce qu'une attention vraiment portée sur la chose peut y trouver. Si l'on approche maintenant l'œuvre de Bobin depuis les rivages de la gnose et de l'hermétisme qui me sont si chers, et l'on peut le faire avec précaution, je pense, en sachant qu'il ne s'y reconnaîtrait peut-être pas lui-même, du moins pas dans ces termes. Quelque chose d'inattendu alors apparaît. La tradition gnostique, dans sa forme la plus ancienne, pose une question centrale. Comment la lumière peut-elle se trouver prisonnière de la matière? Comment une étincelle divine, la scintilla, dira plus tard d'ailleurs Maître Eckhart, peut-elle être ensevelie dans la lourdeur du monde visible, et comment peut-on la retrouver, la ranimer, la reconnaître pour ce qu'elle est? Bobin ne pose pas cette question dans le vocabulaire là que je vous donne, que je vous soumets. Mais il la vit à chaque page dans sa façon de chercher la lumière là où elle paraît absente, dans la ville industrielle, dans les deuils, dans les matins ordinaires, où rien ne laisse présager rien. Cette recherche de la lumière dans le très bas, dans ce que le monde ordinaire traite comme sans importance, c'est une forme de gnose pratique. Et c'est pas le système théologique, c'est pas non plus les cosmogonies compliquées, mais c'est une expérience directe, intime, répétée de la lumière, qui se lève là où on ne l'attendait pas. Et il y a dans la doctrine orphique que j'évoquais tout à l'heure, et dont il a, encore une fois, été question dans l'épisode précédent portant sur la voie poétique d'Orphée, un écho particulièrement juste avec ce que vit Christian Bobin. L'orphisme enseignait que l'âme est enfant de la terre et du ciel étoilé. On a ici une double appartenance, une double origine, un double destin, qui n'est ni purement terrestre, ni purement céleste, mais très justement tendu entre les deux, cherchant à garder mémoire de sa nature céleste sans nier la pesanteur de son séjour terrestre. L'œuvre de Bobin est précisément ce mouvement-là. Elle ne fuit jamais la matière, elle ne méprise pas le monde visible, elle ne cherche pas une sortie vers un au-delà qui lui permettrait d'échapper à la lourdeur du ici-bas. Elle s'enfonce même dans le ici-bas, dans le très bas même, avec la certitude, ou plutôt avec la foi, ce qui est différent, que c'est là et seulement là que quelque chose peut se trouver, que la lumière n'est pas derrière le monde, mais plutôt dans le monde, et nichée dans sa matérialité même, attendant d'être vue. Cette idée, vous savez, n'est pas sans rapport avec ce que les alchimistes anciens appelaient l'or dans le vil métal, la substance précieuse cachée dans la matière la plus humble, que seul un travail patient et attentif
peut révéler. Bobin, c'est une sorte d'alchimiste du quotidien. Il prend la matière la plus ordinaire du monde, un matin de novembre, une fleur fanée, une vitre mouillée, et là, eh bien, il travaille lentement, dans la langue, jusqu'à ce qu'elle révèle ce qu'elle contenait sans le savoir. Dissoudre et coaguler vient trouver ici une forme de traduction inattendue. Je pense que vous l'avez entendu. Dissoudre, en se débarrassant de tous les regards habituels, de toutes les catégories préconçues, de toutes les façons de voir sans voir, et coaguler en rassemblant, dans la phrase précise et juste, ce qui reste une fois que tout le superflu a été ôté. Le fragment de Bobin, c'est exactement cela. Ce qui reste quand on a tout enlevé, le résidu pur d'une attention portée à son terme. Vous savez, je pourrais continuer encore comme ça très longtemps, tant j'aime Christian Bobin, d'un amour pur et vrai. Alors je pourrais vous parler de Jet, qui a été sorti en 2018, qui est un livre où Bobin répond à quelqu'un qu'on ne voit pas dans un dialogue qui ressemble à une correspondance, mais dépasse la correspondance, et qui est peut-être l'une de ses œuvres les plus libres au fond, les plus ouvertes, les plus joueuses aussi. Je pourrais aussi également parler d'un bruit de balançoire, qui a été sorti juste un petit peu avant, en 2017. C'est un très beau livre où un balancement simple d'enfants dans un jardin ouvre sur des espaces vertigineux. On pourrait s'arrêter aussi également sur La Nuit du cœur, sorti après cette fois-ci, en 2020, qui est l'un de ses derniers livres, où la lumière et l'obscurité apprennent à cohabiter avec une sérénité nouvelle. Mais au fond, peut-être vaut-il mieux s'arrêter sur quelque chose de plus petit, quelque chose qui dit toute l'œuvre sans prétendre la résumer. Dans un de ses livres, peu importe lequel, parce que cela aurait pu se trouver dans n'importe lequel de ses ouvrages, Bobin écrit qu'écrire, c'est donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas un peu de la lumière qu'on a reçue. Donner à quelqu'un qu'on ne connaît pas un lecteur abstrait, pas une postérité hypothétique, à quelqu'un de réel, de présent, qui tient le livre dans ses mains à un moment précis de sa vie, dans des circonstances que l'écrivain même ne peut pas connaître, et qui trouvera dans ses pages quelque chose qu'il cherchait sans savoir qu'il le cherchait. Cette formule dit absolument toute sa façon de concevoir la relation entre l'écrivain et le lecteur. Elle dit que le livre n'est pas un monument, n'est pas non plus un objet de contemplation à distance, mais c'est un geste, c'est un don, quelque chose qui passe de main en main, de vie en vie, en portant avec lui une lumière qui ne s'épuise pas à être transmise justement, et même au contraire, elle s'intensifie. On a souvent dit que les grands livres ont le pouvoir de changer ceux qui les lisent. Et vous savez, c'est vrai. Mais Bobin, lui, il dit quelque chose d'encore plus précis. Ce qui change, c'est le regard. Pas les opinions, c'est pas les convictions, pas même les émotions au sens ordinaire du terme, mais bel et bien le regard. La façon dont les yeux se posent sur le monde en sortant du livre. Un peu plus attentif, un peu plus lent, un peu moins sûr d'avoir déjà tout vu. Un peu plus disponible à ce que la lumière, n'importe où, n'importe quand, voudra bien leur montrer. Et puis, Christian Bobin est mort en 2022, je vous le disais tout à l'heure. Je me souviens encore du moment où je l'ai appris. Il est mort dans la ville où il était né 71 ans plus tôt. Il n'a pas fait ce geste final que font parfois les grands écrivains en écrivant une œuvre testamentaire, en laissant une dernière déclaration, en signant la fin de son propre mythe. Il a simplement cessé d'écrire, comme on cesse de respirer. Et ses derniers livres étaient déjà assez lumineux pour qu'on ne ressente pas l'absence d'un ultime mot. Il avait dit quelque part que la mort n'effrayait pas, qu'il l'entendait même venir de loin depuis longtemps,
comme on entend venir le bruit d'un train dans la nuit avant de le voir. Et que ce bruit-là, eh bien, il n'était pas menaçant, mais qu'il était instructif. Et il rappelait souvent, d'ailleurs, qu'on est de passage, que le passage lui-même a un prix, et qu'il vaut mieux ne pas le perdre à regarder ailleurs. Après lui, il reste environ une quarantaine de livres, courts, le plus souvent, qu'on peut commencer par n'importe quel bout d'ailleurs. Je me suis souvent posé cette question, par lequel commencer? Et puis au final, j'y ai jamais répondu. Parce que chacun contient à peu près tout en fait, et que l'ordre d'entrée importe finalement moins que la qualité de présence qu'on y apporte à chacun. Il reste aussi dans la langue française une façon d'écrire qui a changé quelque chose, discrètement, sans bruit, comme lui, à ce qu'on croit possible dans la phrase simple et courte. Il a montré que la beauté ne demande pas de grands moyens, de grands mots, de grands systèmes, mais elle demande de l'attention et du temps, et la décision de rester contre vent et marée, fidèle à ce qu'on voit. Nous voici arrivés au terme de notre épisode. Et il me semble qu'il faudrait, pour le finir, revenir peut-être à ce dont nous avons commencé à parler sans tout à fait le nommer. Vous savez, il y a des voix qu'on n'entend vraiment qu'une fois qu'on a cessé de les chercher. Et peut-être en est-il de même, d'ailleurs, pour la lumière que Bobin a passé sa vie à chercher et à montrer. Elle n'est pas au bout d'un effort, elle ne se trouve pas non plus au sommet d'une ascèse stricte, elle ne se trouve pas non plus dans la récompense d'une longue discipline, mais elle est là, maintenant, dans le fait d'être attentif à ce qui se passe, dans cette pièce, à cet instant, avec ce livre, ou avec cet épisode d'ailleurs, qui vient de se terminer et qui laisse, comme les livres de Bobin, peut-être quelque chose pour vous dans l'air. Quelque chose comme un silence habité, quelque chose également comme une fenêtre entr'ouverte. C'était Christian Bobin. Et je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'ici sur La Voix poétique.